J'ai toujours aimé la science-fiction, sous toutes ses formes. Pour la force de ses idées. Et pour les grandes questions qu'elle soulève. Qu'y a-t-il dans l'univers? Comment se finira le monde? Nos technologies nous détruiront-elles? Mais avant tout, que pouvons-nous apprendre de ces histoires fantastiques? Qui dit action? Vous ou moi? Vous, allez-y. Ok, action. J'ai toujours été fan de science-fiction. Qu'est-ce qui est possible? Que va-t-il arriver? C'est comme si on voyait l'avenir. Boum! On prend ça en pleine figure. La science-fiction montre toutes les possibilités. Ça va au-delà de la science-fiction. C'est une vision de l'humanité. On fait des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer aujourd'hui. Mais c'est un super divertissement. Exactement. C'est un genre très populaire, parce qu'il est bien plus amusant que les autres genres. Ça déchire. C'est cool et libérateur. On s'interroge sans arrêt. Sinon, on est stupide. Tout est possible. Ray Bradbury, Arthur Clarke, Robert Heinlein, et voilà, j'étais accro. Le concept de l'univers est époustouflant. Il y a aussi la frontière entre la science-fiction et le fantastique. Les monstres nous apprennent tout sur nous. J'aime vraiment la science-fiction. On adore ça, on ne s'en lasse pas, donc on ne peut pas s'arrêter. Dans l'ensemble de votre œuvre de réalisateur et de producteur, vous avez fait de nombreux films sur les premiers contacts ou l'invasion. C'était ce qui stimulait votre jeune imagination? C'est mon père qui m'a fait découvrir le cosmos. Oui. Il avait construit avec un grand rouleau de carton autour duquel on enroule les tapis un télescope réflecteur de 5 cm. Cool. Il a commencé par me montrer les lunes de Jupiter, puis j'ai vu les lunes de Saturne. J'avais 6 ou 7 ans à l'époque. Donc, pour moi, le cosmos... Vous avez passé du temps à observer le ciel. Ah oui, beaucoup de temps. Il me réveillait en pleine nuit. C'est effrayant quand votre père rentre dans votre chambre alors qu'il fait encore nuit et qu'il vous dit « Viens avec moi ». Votre père vous a emmené voir une pluie de météorites. Les Léonides. Tout à fait. Et il m'a emmené sur une butte, quelque part dans le New Jersey, où des centaines de personnes étaient allongées sur des couvertures. Cette scène se retrouve dans Rencontre du troisième type. Oui. C'est exactement la même scène. Je l'ai incluse en film. Oui. Et une fois là-bas, on s'est allongé sur son sac à dos de l'armée et on a regardé le ciel. Génial. Presque toutes les 30 secondes, un éclair lumineux traversait le ciel. Je me souviens avoir regardé le ciel grâce à mon père et d'avoir dit « Si un jour, j'ai la chance de faire un film de science-fiction, je veux que ces petits bonhommes viennent camper. » Mon agent m'a appelé pour me dire « Steven Spielberg te propose un boulot dans un film qui s'appelle Rencontre du troisième type ». J'ai dit « Pardon ?» Avant l'audition, je me suis entraîné pour essayer de décrocher le rôle. Steven m'a dit « On aimerait beaucoup que vous jouiez dans ce film. Vous seriez l'interprète de François Truffaut. » Le seul truc, c'est qu'il faudrait qu'on vous entende en français. Parlez-vous bien français? J'ai répondu. Il y avait beaucoup d'années depuis que j'ai parlé français. Si vous me donnez ce boulot, ce sera très difficile pour moi. Aucun d'entre eux ne parlait français. Ils ont dit, super, le rôle est à vous. Votre français est parfait. Avez-vous pas fait récemment une rencontre? Une rencontre plutôt inhabituelle? Who are you people? Rencontre du troisième type s'intitulait à l'origine « Surveiller le ciel ». Si vous êtes un vrai mordu de science-fiction, vous savez d'où ça vient. Every one of you listening to my voice, tell the world. Tell this to everybody wherever they are. Watch the skies. Donc, le titre original de Rencontre du troisième type faisait référence au film de science-fiction classique des années 1950, La chose d'un autre monde.
Le personnage de Richard Dreyfuss dans Rencontre du troisième type est très intéressant parce que ce n'est pas un héros. Il n'est ni un bon père ni un bon mari. Il renonce à tout au profit de l'idée qu'il existe une forme de vie sur d'autres planètes. Il s'agit d'un type tout à fait ordinaire qui travaille pour une compagnie électrique et il vit une expérience inexplicable qu'il n'arrive pas à surmonter. Quand cette chose vole au-dessus de son camion, sa vie est bouleversée. Les personnages sont un peu malmenés. Le film montre bien que son obsession pour les extraterrestres fait du mal à son fils et à sa femme. Ça soulève la question, jusqu'où serait-on prêt à aller pour communiquer avec des extraterrestres? Je comprends pourquoi nous sommes toujours critiqués, mais en même temps, je suis soulagé qu'il y ait des gens dans ce monde prêts à écouter et à suivre cette voie en eux. Yeah, you might say that. Mais qu'est-ce que alliez-vous trouver? What did you expect to find? An answer. That's not crazy, is it? Rencontre du troisième type a fait quelque chose de nouveau avec les extraterrestres. Au lieu de les montrer uniquement comme des monstres effrayants assoiffés de sang et de pouvoir, ce film affirmait qu'il y avait des choses incroyables dans l'univers et qu'on allait être épaté. Steven savait comment susciter une réaction mêlant à la fois l'émerveillement, le bonheur et la crainte. Il y a une scène dans Rencontre du troisième type dans laquelle un vaisseau vient d'atterrir. Carrie doit ouvrir la porte et découvrir des choses incroyables. Steven avait demandé à plusieurs personnes du film de se déguiser en animaux géants. Il y avait un costume de lapin et un costume de souris. Puis il a dit « Vas-y Carrie, ouvre la porte ». Carrie a ouvert et on a vu l'émerveillement dans son regard, l'enthousiasme, la joie. La science-fiction, en tant que genre, a toujours véhiculé un message social, politique, culturel, généralement figurant dans les histoires écrites. Il ne s'agit pas d'un monde normal, mais ça traite de sujets auxquels on est confronté dans notre monde. Voilà le terrain sur lequel la science-fiction joue. I've seen it twice and cried both times. I think it's a very emotional experience, very beautiful one. I think it's probably the most important film of the last 20 years. C'est un film écrit par un réalisateur et scénariste en quête de sens dans sa vie. Il est très introspectif de nature. Je crois qu'il avait besoin de faire un film qui réponde en quelque sorte à la question « Quel est le sens de la vie ?» D'une certaine façon, le sujet du film n'est pas les extraterrestres. C'est en fait un film sur nous. Qu'est-ce que ça nous ferait d'apprendre qu'il existe une vie plus importante que la nôtre? Que ferions-nous? Serions-nous prêts à faire comme Richard Dreyfuss? Sommes-nous meilleurs que Roy? Ou bien Roy est-il une version améliorée de nous? Vous avez créé un genre de spiritualité ou de religion alternative. Oui, une civilisation infiniment supérieure va trouver ce qu'il y a de meilleur en vous et le faire ressortir. Et vous donnerez le meilleur de vous-même, ce que Lincoln appelle les meilleurs anges de notre nature. Exactement. C'est ce que permet la bonté. Le bien ne motive pas le mal. Le bien génère au contraire le meilleur. Bien sûr. Et je me disais que c'était l'effet de la science-fiction. Je pense que l'une des choses les plus importantes pour les cinéastes qui, comme nous, sont attirés par le type d'histoire qui suscite à la fois crainte et émerveillement, c'est de rester enfant. Ça nécessite entre autres de lutter contre notre tendance naturelle au cynisme dans tous les domaines. C'est une bataille. Oui. Et ça continue à être une lutte pour moi, de chercher à voir le bon côté des choses. Plus que n'importe quel autre genre, la science-fiction est une interrogation. Que se passerait-il si on se réveillait demain et que des vaisseaux spatiaux plus grands que nos villes planaient au-dessus de nous? Les catastrophes à base de méchants extraterrestres sont sympas, parce qu'elles nous permettent de vivre par procuration nos peurs, d'être anéantis tout en mangeant tranquillement du pop-corn. Un film d'invasion extraterrestre est une métaphore pour le côté le plus sombre de l'homme. L'invasion d'extraterrestres qui détruisent notre planète nous représente, nous, en train de détruire notre planète. L'une de mes histoires préférées d'invasion extraterrestre est un épisode classique de la 4e dimension intitulé « Comment servir l'homme ».
Ils arrivent et les humains leur demandent « Pourquoi êtes-vous ici ?» Ils répondent « On veut vous servir ». Plus tard, les humains entrent en douce dans le vaisseau et y trouvent un livre. To serve man. I hope so. Finalement, ils découvrent que c'est un livre de cuisine. Je crois qu'on utilise les extraterrestres pour représenter nos rêves, nos souhaits, nos désirs, ce qu'on aimerait être. Mais la plupart du temps, on se sert d'eux pour illustrer notre peur de l'inconnu. Du coup, on voit tous ces extraterrestres envahir la Terre. Independence Day retranscrit vraiment tout ce dont je rêvais quand j'étais petit. Ce que j'ai voulu faire, c'est introduire dans la science-fiction un type ordinaire qui n'est pas vraiment content que sa planète soit envahie. Il fallait qu'il y ait un moment où on pense avoir affaire à un ennemi hors de notre portée. À l'époque, la Maison Blanche était une image de puissance. L'explosion de la Maison Blanche était toujours remise en question. C'était dans le script et il s'agissait pour nous d'images importantes dans le film. Mais le studio était fébrile. Ils m'ont dit « Roland, tu es allemand, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas faire exploser la Maison Blanche. » Et Roland a répondu « Vous voulez dire que ce serait controversé et que tout le monde parlerait du film? En quoi c'est mal ?» Donc oui, c'est resté dans le film. On essayait de traduire un sentiment d'impuissance. Personne ne pensait à l'époque que des sites majeurs allaient exploser. C'était avant le 11 septembre. L'image de la Maison Blanche en train d'exploser était le point critique du film. Je me souviens que j'étais au cinéma, assis 2 rangées derrière un type. Quand la Maison Blanche a explosé, il a dit « Ah non, non, ça craint, ça craint, ah, sérieux là, ça craint. » Independence Day fait allusion à beaucoup d'œuvres de science-fiction classiques pour plaire aux fans, mais aussi pour donner aux spectateurs des repères pour l'interprétation. Ça va de HAL, l'ordinateur, au nuage qui dissimule le vaisseau dans Rencontre du troisième type. On a ajouté une réplique à Jeff Goldblum quand il s'échappe du vaisseau. Elle provient de Jurassic Park. Le virus informatique est un clin d'œil à la guerre des mondes, dans lequel un véritable virus tue les extraterrestres. On ne peut pas faire un film sur une invasion extraterrestre sans rendre hommage à la guerre des mondes. C'est l'ancêtre de tous les films d'invasion extraterrestre. In the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and surely drew their plans against us. Hello, I'm Orson Welles, and I've been quoting from another Welles, no relation, H.G. Wells, the distinguished novelist, historian, prophet, who was also the great master of science fiction. H.G. Wells était un écrivain britannique du début du XXe siècle et l'un des pionniers parmi les auteurs de science-fiction. C'était aussi un journaliste scientifique très doué, qui s'est servi de la science-fiction pour explorer ce qu'il considérait comme des idées importantes. Mr. Wells, have you any solution for the very unhappy state of affairs that is facing the world today? It seems to me that many things besides the pound are threatened with collapse. Je pense qu'avec la guerre des mondes, Wells souhaitait nous amener à une confrontation avec nous-mêmes. Que se passe-t-il si une société ou une civilisation dotée d'une technologie et d'armes supérieures décide de remplacer une civilisation moins avancée? Il écrivait dans les années 1890 quand la Grande-Bretagne faisait exactement ça en Inde et partout dans le monde. Et il posait la question, qu'est-ce que ça fait quand ça vous arrive à vous? La guerre des mondes est une histoire d'invasion extraterrestre absolument géniale. On peut en retirer les anciennes peurs et les remplacer par les nouvelles peurs qu'on éprouve maintenant. En 1938, Orson Welles met ça en application face à la menace du nazisme et à la guerre imminente. Dans les années 50, on a la menace atomique. Les extraterrestres représentent alors ce qui se passerait en cas de destruction nucléaire. Plus tard, la version de Steven Spielberg de La guerre des mondes est plus un film catastrophe empreint du 11 septembre.
Je n'aurais pas fait la guerre des mondes s'il n'y avait pas eu le 11 septembre. Ce film fait écho au 11 septembre, un événement marquant de la culture américaine et de l'histoire mondiale du terrorisme. Et tout à fait. L'Amérique n'a pas l'habitude d'être attaquée. La dernière fois qu'il y avait eu une telle attaque remontait à Pearl Harbor. Et vous avez réussi à en faire un drame familial qui rassemble tout le monde. Alors on s'est dit, il faut que ce soit l'histoire d'un père célibataire qui ne s'intéresse pas trop à ses enfants. Oui. Et cet événement doit le pousser à aimer ses enfants plus qu'il ne s'est jamais aimé lui-même. Je vois. C'est devenu le noyau du film. Et cette idée des dangers d'une rencontre que H.G. Wells a lancée dans son roman La guerre des mondes nous fascine depuis toujours. L'idée que tout ce que nous connaissons pourrait être détruit en un instant. Et plus tard, Hollywood a joué là-dessus dans la science-fiction, avec beaucoup de films dans lesquels les extraterrestres viennent nous détruire, soit ouvertement et de façon grandiloquente, soit comme dans l'invasion des profanateurs de sépultures, d'une façon beaucoup plus subtile et subversive. L'invasion des profanateurs de sépultures est bien plus effrayante qu'une bataille contre les extraterrestres qui débarquent comme dans la guerre des mondes. Parce que là, on ne sait pas vraiment qui est un extraterrestre et qui n'en est pas un. L'invasion des profanateurs de sépultures est l'histoire d'un complot. Les gens sont remplacés par des extraterrestres venus de l'espace qui créent de nouvelles versions d'eux dans des cosses pour prendre leur apparence. Mais il manque quelque chose. Ils ne sont pas dotés de l'individualité ou d'une espèce d'étincelle d'humanité qui nous rend, comme par magie, humains. On est en 1956 et bien sûr un parallèle a été dressé entre le film et la menace du communisme. Le même genre d'idéologie règne. Tout le monde doit être pareil. À l'époque, on parlait de conformité latente. Qui n'a jamais ressenti ça? Vous êtes en train de parler avec une personne et elle n'est pas elle-même. Vous la regardez et vous lui dites « Tu n'es pas la personne que je connais. On t'a remplacé. » C'est métaphorique. Veut-on vraiment avoir des sentiments ou pas? Préférerait-on traverser la vie dans une espèce de flou, sans véritable expression de soi? La science-fiction nous permet d'affronter la peur, la terreur et les mécanismes inconscients, sans que ça nous touche de trop près. C'est une métaphore puissante et un terrible avertissement. Considérez-vous comme acquis que les extraterrestres existent ou attendez-vous de voir? Pour moi, si on se fie aux statistiques, qu'on considère les travaux de Carl Sagan sur les mathématiques derrière la vie sur d'autres planètes, la conclusion est que oui, il y a eu des civilisations, une vie intelligente quelque part. Mais je pense aussi que l'une des choses les plus difficiles à savoir, en ce qui concerne notre place dans l'univers, c'est si on est censé établir un contact avec d'autres planètes ou d'autres civilisations qui sont si lointaines. There is some chance that in the next few decades we will get a signal from some spectacularly distant, spectacularly exotic civilization, and everything on Earth will, as a consequence, change. Carl Sagan était tellement obsédé par l'idée qu'il y avait de la vie ailleurs qu'il en a écrit une fabuleuse histoire dans Contact. Carl parlait surtout de communication. La façon dont les gens, les espèces, les tribus, les cultures communiquent. C'était son truc. Parce qu'il voulait communiquer avec les étoiles. La communication devient l'un des thèmes les plus importants dans la science-fiction, et en même temps, l'un des plus importants mystères. Dans Solaris de Stanislas Lem, on a affaire à un océan doué de sensations. Dans Star Trek, c'est un nuage. Et dans Les Enfants d'Icare d'Arthur C. Clarke, la communication peut être difficile quand les extraterrestres ressemblent à ça. L'un des meilleurs romans sur la communication extraterrestre de la science-fiction moderne est L'Histoire de ta vie de Ted Chiang, dont l'adaptation est devenue l'un des meilleurs films de science-fiction des dernières années. Premier contact.
J'ai vraiment adoré Premier Contact, parce que ça traite avant tout de la communication et de la fréquence à laquelle elle est abandonnée avant de pouvoir fonctionner. C'est très impressionniste. C'est très difficile de retranscrire ça à l'écran. Ça suscitait des défis uniques qu'ils ont relevés avec brio. Dans le récit original de Ted Chiang, l'histoire de ta vie, nous sommes contactés par une race extraterrestre, les heptapodes, qui semblent vouloir échanger des informations avec nous. L'une des choses que je voulais faire dans mon histoire, et que je n'avais pas vu dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, était de vraiment décrire l'apprentissage d'un langage extraterrestre et la difficulté à comprendre son vocabulaire et sa grammaire. Quel est notre but sur Terre? C'est la question à laquelle on essaye de tous répondre. Et franchir cette barrière de la langue pourrait faire la différence entre la fin de la Terre et l'émergence d'une nouvelle idée. La différence entre outils et armes devient cruciale. Il s'avère que ce qu'ils veulent dire n'est pas du tout arme, mais outil. Il s'agit en fait d'un cadeau, et ce cadeau est leur langage. Ce n'est pas une histoire d'invasion extraterrestre, mais une histoire sur la communication, sur deux espèces qui essaient d'établir des liens. La clé est que ce n'est pas linéaire. Il n'y a ni début ni fin. Tous les éléments sont là, et on les voit immédiatement comme un tout. On voit toute sa vie dévoilée devant soi. Plus elle comprend leur langue, plus elle comprend leur conscience. Et comme cette dernière transcende le temps, elle commence à se souvenir du futur. Les extraterrestres dans Premier Contact permettent de parler d'un fonctionnement cognitif totalement différent, d'autres façons de penser et de voir l'univers. On retrouve l'éternelle question du rapport entre le langage et la pensée. L'influence-t-il? I was doing some reading about this idea that if you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain. Ce film fait référence à l'hypothèse de Sapir-Whorf, selon laquelle le langage crée des habitudes linguistiques dont découlent des habitudes de pensée. Donc, votre langage influence vos façons de penser et votre perception du monde. Reste à savoir à quel point. Je crois que notre langage influence et façonne vraiment notre réalité. La façon dont le langage des heptapodes remodèle l'expérience du temps de Louise en est un exemple extrême. Mais je suis convaincu que le langage qu'on recycle en permanence dans notre monde façonne notre réalité et peut nous emprisonner. Ce que je trouve beau à la fin de Premier Contact, c'est que Louise sait que son avenir va lui apporter beaucoup de tristesse et de joie. Si elle tombe amoureuse, qu'elle a un bébé et que ce bébé meurt, elle sait qu'elle va commettre des erreurs qui feront partir son mari. Et malgré tout, elle choisit cette tristesse. C'est l'idée de savoir que ce qu'on va faire engendrera de la tristesse, mais que les moments heureux en vaudront la peine. C'est une très belle idée. Des enfants m'ont demandé d'où vous est venue l'idée de tous ces extraterrestres. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Je leur ai dit, allez à l'aquarium, vous les y verrez. C'est ce que j'ai fait dans Avatar. Je me suis servi de mes plongées. Pour moi, c'est l'une des choses les plus géniales dans Avatar. L'un des plus gros problèmes qu'on rencontre dans les films de science-fiction, et pas dans les livres, c'est qu'il faut créer de toutes pièces un monde qui n'existe pas. C'est très difficile et ça prend beaucoup de temps. C'est vrai. Parce qu'il faut créer quelque chose d'à la fois inhabituel et différent, mais aussi d'assez familier pour qu'on y croie. C'est ça. Au bout d'un moment, ça peut vous griller le cerveau. Mais maintenant qu'on a la technologie numérique, tout est envisageable. Je trouve toujours la morphologie de l'anatomie des extraterrestres intéressante. Les écrivains de science-fiction sont comme des moteurs d'imagination. Parfois, ils ont 4 membres comme nous. D'autres fois, ils ressemblent à une araignée, un choix très répandu, ou encore à une pieuvre ou à un calamar. On compare toujours avec la nature. Mais quand on crée une créature, on cherche à créer un point de référence, d'où on part. Que va évoquer cette créature?
Il ne s'agit pas seulement de biologie, mais aussi de notre psychologie. Notre métier est de donner une palpabilité aux créatures afin de susciter la réaction souhaitée, que ce soit de la peur, de la joie, de l'amour ou n'importe quoi. Évidemment, on peut leur donner une apparence très sympathique en les dotant de grands yeux et de grands fronts, les traits mignons des humains modernes. Mais les extraterrestres effrayants semblent toujours être gluants et reptiliens pour susciter le dégoût. Dans la littérature, on peut décrire une créature en termes vagues. Par exemple, H.P. Lovecraft écrivait quelque chose du genre « Je fixais son visage et je ressentis du dégoût ». Mais ce n'est pas une véritable description. En tant que concepteur artistique, on doit donner vie à ça. Je trouve que celui qui a le mieux défini l'importance de l'apparence d'une créature est H.R. Giger, qui a créé le premier xénomorphe. I was industrial designer and it helped me very much to design a creature. Les xénomorphes font une conception de base fantastique. Ça fait appel à toutes sortes d'images psychosexuelles et relatives à la mort. Il y a leur tête phallique et leur cycle de vie qui débute par le viol. La première fois que j'ai rencontré Ridley Scott, il a sorti un tas de dessins. Ça représente un monde sinistre, semblable à celui d'aucun film que j'avais vu. Je me souviens même avoir pensé, je ne vois pas comment on peut faire un film qui ressemble à ça. Le film de Ridley n'a pas vieilli. Je pense que ça tient pour beaucoup à la force de la conception des extraterrestres par Giger. C'est véritablement l'œuvre de la vie d'un homme que Ridley a pu exploiter à l'écran. Je pense vraiment que vous avez créé le meilleur film d'Alien de l'histoire. La plupart des monstres ne sont pas très réussis. Oui. Ou ce sont des copies de créatures qu'on a déjà vues. Certains films ont été gâchés en montrant leurs monstres. Dans Les Dents de la Mer, Steven a limité le requin à 2 ou 3 images, c'est tout. J'ai dit, notre plus grand défi sera de faire en sorte que ça marche, parce que je n'ai pas le numérique. Vous n'aviez pas tout ça à l'époque. Mais dans ce film, le monstre est présent. Il fallait qu'on le voie. Vous avez fait ça avec votre regard et votre goût. Et vous avez reconnu la valeur du biomécanoïde psychosexuel de Hans Ruedi Giger. Oui, tout est parti d'une image dans le Necronomicon. Le livre de Giger. C'est le profil. This is the painting, the alien that Ridley Scott wanted to have for his film. C'était comme s'il me montrait une carte postale cochonne. Il m'a dit, regarde ça, et j'ai fait ça alors. Oui. Ensuite, la personne qui l'a dessiné était mal à l'aise parce que c'était osé. J'ai dit, si c'est osé, c'est bien. Ce qui est gênant et osé, ce qui dérange sur le plan sexuel est très beau. On joue sur la peur. Exactement, le film est basé sur l'évolution de la peur. La plupart des xénomorphes ont à la fois des caractéristiques sexuelles masculines et féminines. C'est terrifiant pour nous parce que l'une des façons dont on essaie de comprendre ce qui est monstrueux et différent est d'essayer de le définir en fonction de notre propre compréhension de l'existence. Or, nous envisageons essentiellement l'humanité en termes de genre. C'est la première question qu'on pose quand un bébé naît. Le problème avec les extraterrestres est qu'en mêlant les deux genres, ils deviennent incompréhensibles, donc incontrôlables. Now, put your hands on the dome, like you're stroking it. Remember, like that Giger thing? Ridley a rencontré Badejo Bolaji dans une pub. Il était étudiant en art. Il mesurait près de 2,20 m. Son corps était si beau et exotique qu'il semblait déjà venir d'un autre monde. Les jours où Bolaji venait, on ne traînait pas avec lui. Il représentait l'inconnu. C'est la combinaison d'étrange beauté, d'élégance, de sexe et de violence qui, à mon avis, fait que le xénomorphe est un monstre génial. Pour moi, la beauté de la science-fiction, c'est que même dans le cadre d'un énorme blockbuster de l'été, on peut aborder de sérieuses questions religieuses, politiques ou sociales qui encouragent les gens à s'unir, à communiquer et à évoluer. Chaque fois qu'on arrive à faire ça, je crois qu'on a réussi notre boulot. Les extraterrestres sont les vecteurs de nos culpabilités et de nos peurs relatives au traitement des autres.
Pour certaines personnes, c'est plus facile de s'identifier aux extraterrestres qu'aux personnages principaux. Dans District 9, des extraterrestres en panne sur Terre deviennent des réfugiés. Ils se retrouvent coincés au-dessus de la ville de Johannesburg, avec toute son histoire d'apartheid. Et c'est réalisé comme un documentaire. J'ai trouvé ça génial. They're spending so much money to keep them here when they could be spending it on other things, but at least they're keeping them separate from us. And I think they must fix that ship and they must go. Hello, hello. On suit un agent du gouvernement, Vickers. This is Vickers van der Merwe from MNU, and we are here to solve an eviction notice. On l'oblige à devenir un extraterrestre et à voir ce que ça fait d'être enfermé dans un camp et d'être rejeté de la culture humaine. Il est opprimé. On lui crache dessus. Il devient une expérience du gouvernement. On a tourné à Johannesburg. Les cases dans lesquelles on a filmé étaient de vraies habitations. Tous les habitants des cases autour de nous ont été relogés ailleurs dans la ville. C'est exactement ce qui arrive aux extraterrestres du film. Écrire District 9 avec pour décor l'Afrique du Sud était une évidence. C'était horrible. J'en ai des frissons rien que d'en parler. La xénophobie était à son apogée à l'époque. Les Sud-Africains attaquaient des gens originaires du Zimbabwe qui fuyaient leur pays et venaient chercher du travail. Ils leur mettaient des pneus autour du cou et les brûlaient parce qu'ils leur prenaient leur emploi, à l'endroit même où on allait tourner. C'est ce qui m'a fait le plus réfléchir. De savoir que ce monde et cette histoire que j'avais imaginée existent vraiment. Certains spectateurs vont intégrer que ce que l'on fait subir à des extraterrestres est exactement ce que les humains se font entre eux. Nous sommes nombreux à venir de communautés qui ont été marginalisées. Nous sommes déjà aliénés. La science-fiction devient une arme puissante pour parler de ça, surtout quand elle le fait délibérément. C'est l'histoire d'un oppresseur qui devient l'opprimé. Et en fin de compte, ça raconte comment il acquiert son humanité seulement après avoir cessé d'être humain. Je trouve que c'est ce que fait la bonne science-fiction. Elle soulève ces questions. Qu'est-ce que ça signifie d'être humain? Et est-ce que ceux qu'on appelle extraterrestres sont plus humains que nous? Le meilleur exemple est Avatar. Les humains sont clairement l'espèce envahissante qui colonise, viole, pille et détruit. C'est formulé explicitement. Avatar soulève une question. À quoi ressemblerait l'histoire d'une rencontre extraterrestre si elle était racontée du point de vue des extraterrestres? Si j'avais appréhendé Neytiri comme une extraterrestre, je n'aurais pas exploité son cœur. Il fallait que je considère les humains comme les créatures étrangères, l'espèce corrompue qui vient pour se servir. L'histoire est simple et a déjà été racontée, on l'a déjà vue. Mais j'avais besoin de revisiter le passé. Et ça a été le voyage le plus humble dans lequel je me suis jamais embarquée en tant qu'artiste afin de construire un personnage. Dans le rôle de Grace, j'étais une humaine qui exulte aussi dans son avatar lorsqu'elle vit sur Pandora comme un Na'vi. Jim Cameron a créé Pandora et son peuple, les Na'vi, ainsi qu'une incroyable panoplie d'autres espèces. Et ils vivent dans un monde primitif qui est colonisé par une entreprise, mais pas par un pays. C'est un film percutant parce qu'il reflète la façon dont les humains se sont comportés au fil des siècles, partout dans le monde. Quand on a tourné cette scène, Jim voulait qu'on aille plus loin. On pleurait la chute de l'arbre, mais ce n'était pas assez fort. Ce n'était pas comme si cet arbre était notre oncle, notre grand-parent, notre mère. Cet arbre était une extension de notre corps, et il voulait qu'on voie cette douleur, parce qu'à ce stade, ce que les humains font sur cette planète est mal, et ils ne sont pas les bienvenus. À ce moment de l'histoire, on est tous en partie Na'vi. Cette scène est vraiment le moment où les spectateurs se dissocient complètement des humains. On ne ressent plus aucune sympathie pour eux.
Je pense que les auteurs s'essaient à la science-fiction parce que quelque chose les met en colère dans leur culture ou dans leur climat politique. C'est une façon pour eux d'attirer l'attention sur ce qui les énerve. Rencontre du troisième type a mené à E.T. l'extraterrestre, que je considère un peu comme le Rencontre du troisième type 2, plus intime. Je le vois comme ça aussi. Vous avez repris de nombreux thèmes relatifs à la première rencontre pour en faire un film très centré sur la famille. E.T. n'était pas censé être un film sur un extraterrestre, une histoire sur le divorce de mes parents. Ah oui. J'ai commencé à écrire une histoire, pas vraiment un script, mais une histoire sur ce qu'on ressent quand nos parents séparent la famille en deux et s'installent dans des états différents. Sur le tournage de Rencontre du troisième type, on faisait la scène du petit extraterrestre qui sort du vaisseau mère et signe de la main avec la méthode Kodali à l'intention de François Truffaut. Ça a fait tilt. Je me suis dit, attends un peu, et si cet extraterrestre ne retournait pas dans son vaisseau, s'il restait, ou plutôt s'il se perdait, et qu'il se retrouvait bloqué ici. Oui. Que se passerait-il si un enfant de divorcé ou une famille de divorcés avec un immense vide à combler, comblait ce vide avec un nouvel ami extraterrestre? C'est tout à fait ça. L'un de mes souvenirs les plus précis d'un des premiers films d'extraterrestres est E.T., l'extraterrestre bien sûr, écrit par Melissa Mathison. Elle m'a dit que dans le script original, il ne mourrait pas. Mais quand mon père est mort, elle a été tellement touchée qu'elle s'est dit qu'il fallait qu'elle rajoute ça pour moi. D'une certaine façon, ou pour d'autres enfants qui avaient perdu quelqu'un, et en faire quelque chose de plus profond. Spielberg tenait à ce que E.T. ait l'air aussi empathique que possible, à tel point qu'il a demandé à son créateur, Carlos Rambaldi, de regarder des photos de personnes âgées de la Grande Dépression et d'essayer de comprendre ce qui leur donnait un air empathique, sage et triste. Puis il lui a demandé « Pouvez-vous ajouter à ça un peu d'Albert Einstein ?» Il était très important que E.T. ait un visage qui suscite le respect et l'affection. Bien sûr. Je ne voulais pas d'un petit personnage mignon qui, en débarquant, ferait dire à tous les spectateurs à l'unisson « Oh, c'est la dernière chose que je voulais !» C'est pour ça que les cinéastes doivent parfois ruser quand ils représentent des extraterrestres, en leur donnant des traits proches des humains, afin de susciter notre empathie. À la base, j'avais été engagée seulement pour les gros plans. Fabriquer l'appareil de communication, tourner les pages d'un livre, toucher la plante. Et puis le premier soir, il est tombé amoureux de mes mains. Je ne vois pas comment le dire autrement. Il trouvait que l'association de la créature animatronique et de vraies mains était la formule idéale. Le mouvement des mains était attrayant. On pouvait se concentrer dessus en regardant ce corps bizarre. Et surtout, ça montrait que les humains pouvaient se projeter sur les autres sans conséquences négatives. Le dernier câlin du film est celui que je préfère. C'est là que j'ai pu vraiment serrer Henry dans mes bras. Quand il dit au revoir à E.T., je sanglote vraiment. Il pleure, et moi aussi. C'est ce qui a fait craquer ma sœur. Je ne l'avais pas prévenu qu'il y aurait une fin triste. Ça lui a rappelé la façon dont ma mère nous réconfortait. Elle le faisait comme E.T. réconforte Elliot à la fin, en tapotant et en caressant en même temps. Elle m'a dit que ça l'avait mise dans tous ses états. Il a presque fallu la sortir du cinéma tellement elle pleurait fort. Je vais vous le demander carrément. Pensez-vous maintenant, avec votre expérience et votre vision du monde, que les extraterrestres existent? Je voulais y croire. Je pensais que j'avais mérité de voir un ovni. J'ai fait E.T. Rencontre du troisième type. Dieu sait que j'ai attendu d'avoir une vision. Ça n'est jamais arrivé. J'ai rencontré des centaines de gens qui en ont eu. Vous savez qu'ils veulent rester loin de vous? Ils m'évitent. Parce qu'ils ne veulent pas alimenter le mythe selon lequel vous êtes le précurseur d'une invasion extraterrestre. J'ai entendu parler de ce mythe. Je sais, c'est dingue. Et que vous faites exprès de nous amadouer depuis des décennies. Écoutez, je me tiens à l'écart des requins. Mais je ne veux pas me tenir à l'écart des ovnis. Et pourtant, je n'en ai encore jamais vu. En tant qu'écrivain de science-fiction, ce n'est pas un problème. C'était un lieu très touristique pour les ovnis. Et puis ils sont partis. Mais ils se sont rendus
rendu compte qu'on les photographiait trop, alors ils l'ont banni. Je pourrais presque y croire. Ça m'aiderait à croire que les extraterrestres sont bienvenus ici à un moment donné. C'est un super endroit pour une virée. Merci mon ami. Merci à vous. Merci Jim.